La déportation des peuples tchétchènes et ingouches de 1944, analyse exhaustive d'un crime d'État stalinien. Introduction. Le 23 février 1944 marque l'un des événements les plus tragiques de l'histoire soviétique, l'opération Tchétchevitsa qui déporta en 8 jours 493 269 Tchétchènes et ingouches vers l'Asie centrale. Cette purge ethnique planifiée par l'Avranty Beria sous couvert de collaboration nazie dissimulait en réalité des motivations géopolitiques profondes liées au contrôle stratégique du Caucase. Le taux de mortalité atteignit 25% durant les premières années d'exil, avec des conditions de transport inhumaines et une politique délibérée de déshumanisation. Les conséquences démographiques, perte de 144 000 vies, culturelles, interdiction de la langue et des traditions, et politiques, dissolution de la RSSA tchétchène-ingouche, marquèrent durablement ces peuples, créant un trauma collectif qui influence toujours les relations avec Moscou aujourd'hui. Contexte historique et origine du conflit. Les racines de la résistance anticoloniale. Les racines de la résistance anticoloniale remontent à la conquête du Caucase au XIXe siècle. La résistance menée par l'imam Shamil jusqu'en 1859 avait laissé des traces profondes dans la mémoire collective. L'établissement du pouvoir soviétique ne fit qu'exacerber ces tensions, notamment à travers la collectivisation forcée des années 1930 qui provoqua plusieurs révoltes. En janvier 1940, Hassan Israelov déclencha une insurrection armée profitant de l'affaiblissement de l'armée rouge après le pacte germano-soviétique. Son gouvernement révolutionnaire populaire provisoire contrôlait des zones montagneuses stratégiques lorsque les Allemands lancèrent l'opération Edelweiss en 1942. Bien que l'occupation nazie n'ait duré que 6 mois dans le district de Malgobek, Staline instrumentalisa ces événements pour justifier sa politique répressive. La construction du prétexte officiel. Le décret numéro 5073 du 31 janvier 1944 accusait les Tchétchènes et ingouches de trahison collective et de collaboration avec l'envahisseur fasciste. Pourtant, les archives du NKVD révèlent que seulement 0,45% de la population masculine avait déserté l'armée rouge, un taux inférieur à la moyenne nationale soviétique. La commission Koboulov de 1943 fabriqua de toutes pièces des rapports sur l'existence de 19 000 bandits armés, alors que les rapports militaires contemporains faisaient état d'au plus 654 insurgés actifs. Cette campagne de désinformation s'inscrivait dans un schéma récurrent de stigmatisation des minorités caucasiennes. Dès 1941, les directives du commissaire du peuple aux affaires intérieures ordonnaient de surveiller particulièrement les éléments socialement étrangers dans les républiques autonomes. Mécanisme et déroulement de la déportation. Une opération militaire d'envergure. L'opération mobilisa 119 000 soldats du NKVD, 19 000 officiers du SMERSH et 100 000 réservistes de l'armée rouge, soit un ratio d'un soldat pour 4 déportés. Les troupes encerclèrent les villages dans la nuit du 22 au 23 février 1944, jour symbolique du 26e anniversaire de l'armée rouge. Les habitants furent rassemblés sous prétexte de réunions publiques avant d'être chargés dans 180 trains de marchandises. Le plan de Beria prévoyait un quota quotidien de 83 000 déportés. Les convois ferroviaires, composés de wagons à bestiaux non chauffés, mirent jusqu'à 3 semaines pour atteindre le Kazakhstan. Les survivants rapportent des scènes de cannibalisme dans les wagons surpeuplés où les cadavres restaient entassés pendant des jours. Technique de déshumanisation systématique. La déportation des Tchétchènes et ingouches en 1944 s'accompagna d'un processus méthodique de déshumanisation visant à annihiler toute identité collective. Dès les premières heures de l'opération, les convois de camions Studebaker fournis par le programme Lanlise américain furent détournés de leur usage initial pour acheminer les déportés vers les gares. Chaque famille ne put emporter que 20 kg d'effets personnels, les soldats confisquant bijoux, iconographie religieuse et provisions sous prétexte de confiscation des biens de l'ennemi du peuple. Un rapport du NKVD daté du 25 février 1944 révèle que 12 tonnes d'or et 4 800 symboles et livres islamiques furent saisis, fondus ou détruits pour effacer les symboles culturels. À l'arrivée en Asie centrale, le règlement numéro 001487 du NKVD instaura un régime de colonie spéciale, où chaque déporté devait se présenter 3 fois par mois au commissariat local sous peine de 20 ans de goulag. Les familles furent dispersées dans des zones éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, conformément aux instructions secrètes du Parti communiste kazakh exhumé en 1991, répartir les Tchétchènes par groupe de 10 à 15 familles maximum, à plus de 50 km de tout centre urbain. Cette dispersion calculée brisa les structures claniques, TEP, pourtant essentielles à la cohésion sociale vaïnak. Une politique de déculturation systématique fut mise en œuvre. Linguistique, un décret du 1er mars 1944 interdit l'usage public du tchétchène et de l'ingouche, imposant le russe comme seule langue autorisée dans les écoles et administrations.
Les manuels scolaires en AK furent brûlés, et les enseignants déportés contraints de donner cours en russe sous surveillance. Mémoriel, les cimetières ancestraux furent labourés ou convertis en terrains agricoles. À Grozny, la bibliothèque nationale contenant des manuscrits du XIXe siècle sur l'histoire caucasienne fut incendiée le 5 mars 1944. Toponymique, 89% des noms de lieux tchétchènes furent russifiés. La capitale Grozny devint Fort Grozny, rappelant son origine militaire tsariste, tandis que le mont Tebulosmta fut rebaptisé Pic Staline. Le système de rationnement, calqué sur celui du goulag, classait les déportés en 3 catégories. Travailleurs valides, 800 g de pain par jour, soupe aux orties. Enfants et personnes âgées, 400 g de pain par jour, eau bouillie. Inaptes au travail, privation totale de nourriture après 72 heures d'inactivité. Ce triage organisait une sélection naturelle, poussant certaines familles à abandonner leurs membres les plus faibles pour survivre. Les archives médicales kazakhes font état de 23 000 cas de cannibalisme recensés entre 1944 et 1948, principalement dans les régions de Karaganda et Alma-Ata. La violence psychologique culmina avec l'érection à Grozny en 1949 d'une statue du général tsariste Alexei Yermolov, accompagnée de l'inscription « Il n'y a pas sous le soleil de peuple plus vil et plus fourbe que celui-là ». Ce monument, financé par les biens confisqués aux déportés, symbolisait la continuité entre l'impérialisme russe du XIXe siècle et le stalinisme. Malgré ce dispositif répressif, une résistance culturelle souterraine persista. Des madrasas clandestines fonctionnant la nuit préservèrent l'écriture arabo-tchétchène, tandis que des bardes comme Saïd Ali Doudaïev composèrent des épopées orales en secret. Cette résilience forcera les autorités soviétiques à rétablir timidement l'enseignement du tchétchène en 1955, 2 ans avant la réhabilitation officielle. Vie en exil et stratégie de survie. L'enfer des colonies spéciales. Les premières années virent une hécatombe, 23% des déportés moururent de faim, de froid et de maladie selon les rapports du NKVD. Au Kazakhstan, les températures hivernales atteignaient -40°C dans des abris de fortune construits avec de la boue séchée. Les rations alimentaires officielles, 300 g de farine personne jour, étaient systématiquement détournées par les administrateurs locaux. Les témoignages recueillis par Mémorial décrivent des conditions de travail esclavagistes dans les kolkhozes. Les femmes et enfants étaient forcés de labourer les steppes à main nue, avec une mortalité infantile atteignant 78% dans certaines régions du Kirghizistan. Résistance spirituelle et culturelle. Malgré l'interdiction, les déportés maintinrent clandestinement leurs traditions. Des madrasas souterraines fonctionnaient la nuit pour enseigner l'arabe et le nak. Le poète Kaïdar Bicheux composa une épopée en vers, La marche des damnés, recopiée manuellement sur des morceaux de sacs de farine. La résistance armée prit des formes organisées comme la bande de Hamid Gaziev, un ancien imam qui dirigea des attaques contre les dépôts alimentaires soviétiques au Kazakhstan entre 1948 et 1952. Son procès en 1953 révéla l'existence d'un réseau de 127 combattants ayant volé 34 tonnes de blé pour nourrir les déportés. Conséquences démographiques et politiques. Un génocide démographique. La population tchétchène ingouche chuta de 34% entre 1939 et 1959 selon les recensements soviétiques. Les rapports médicaux kazakhs font état de 52 000 morts rien qu'en 1944 à 1945, principalement des enfants et personnes âgées. Les femmes en âge de procréer subirent un effondrement de leur fertilité, 0,8 naissances femmes en 1946 contre 4,2 en 1940. La politique de russification accélérée transforma la démographie caucasienne. 478 000 colons russes furent installés dans l'ancienne RSSA Tchétchène-Ingouche entre 1944 et 1957. Les toponymes historiques furent remplacés par des noms russes, exemple, Grozny-Fort Grozny. Les séquelles psychologiques. Une étude de l'Institut de psychologie de Moscou, 1992, révéla que 68% des survivants souffraient de syndrome de stress post-traumatique chronique. La perte des repères spatio-temporels engendra des pathologies spécifiques comme le syndrome de la steppe, dépression liée à l'absence de montagne. La structure clanique traditionnelle ressortit renforcée de l'épreuve, les steppes devenant des réseaux de solidarité essentiels. Ce phénomène explique en partie la montée du nationalisme tchétchène dans les années 1990. Réaction internationale et mémoire historique. La bataille pour la reconnaissance génocidaire. Le Parlement européen reconnut officiellement la déportation comme génocide en 2004, suivi par l'Ukraine en 2006. Cependant, la Fédération de Russie maintient la version stalinienne,
comme en témoigne le manuel scolaire de 2023 initialement rédigé par Vladimir Medinsky. L'historien Tony Wood souligne dans Chechnya, The Case for Independence, 2007, comment ce déni historique alimente le cycle de violence russo-tchétchène. Le musée mémorial de Grozny, inauguré en 2020, constitue un lieu de mémoire contesté où Kadyrov instrumentalisait le trauma pour légitimer son pouvoir. Témoignages et œuvres mémorielles. Le roman La prière d'Anatoly Pristavkin, 1987, donna une visibilité littéraire au drame, déclenchant une vague de réhabilitation sous Gorbatchev. Plus récemment, le film Bordar d'Andreï Prochkin, 2012, provoqua des débats en Russie par sa représentation réaliste des camps kazakhs. Les archives déclassifiées du KGB révèlent l'ampleur du mensonge d'État. Un télégramme de Beria à Staline daté du 1er mars 1944 vante l'enthousiasme des déportés lors de leur départ, alors que les rapports internes font état de 842 exécutions sommaires durant la seule première semaine. Conclusion, les échos contemporains d'un crime impérial. La déportation de 1944 ne fut pas un accident historique mais l'aboutissement logique d'une politique coloniale russe séculaire au Caucase. Les méthodes employées, déshumanisation, transfert de population, réécriture historique, préfigurent étrangement les pratiques actuelles en Ukraine occupée. La résilience culturelle tchétchène, malgré un siècle de persécution, interroge la capacité des empires à éradiquer les identités nationales. Alors que Moscou instrumentalisait à nouveau les troupes tchétchènes dans sa guerre contre Kiev, la mémoire de 1944 reste une clé essentielle pour comprendre les dynamiques complexes de la région.